Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle matinale du numérique. Vous le savez, nous avons souhaité éclairer pendant toute cette année les enjeux de la continuité numérique dans les différentes phases du cycle de vie d'un objet. Ce matin, nous allons illustrer la phase de construction avec deux témoignages, celui d'EDF, la planification 4D, et celui de Framatome autour du PLM. Je vous propose tout de suite d'écouter Gabriel Aublin qui a accepté d'introduire notre matinale aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi d'être avec vous pour cette matinale du numérique et cette séquence autour de la continuité numérique en phase de construction des installations nucléaires, sujet au cœur des préoccupations du projet EPR2. Alors, vous savez que sur le projet EPR2 et plus largement en ce moment sur la filière des nouveaux réacteurs, on est en train de relever un challenge majeur autour de la construction, au déploiement des PLM plutôt de conception. On a engagé le développement de ces PLM de conception il y a maintenant plusieurs années. Ça bénéficie en particulier au sein d'EDF de ce qu'on appelle le programme Switch. On vise de pouvoir mettre en service la plateforme 3DX sur toutes les activités de conception en 2022. Cette étape franchie, qui est une étape importante, qui est peut-être aussi la plus complexe dans la définition de nos outils numériques, va être suivie d'une deuxième phase qui est plutôt autour du procurement, avec un enjeu majeur autour de l'entreprise étendue, de l'ouverture des services à l'ensemble de nos fournisseurs, à la mise au point des flux numériques entre les différentes entreprises collaborant sur le projet, mais aussi l'ouverture des outils de collaboration dans les maquettes, puisqu'on vise de pouvoir faire contribuer l'ensemble des entreprises intervenantes au chantier dans le maquette. Notre nouveau challenge, et c'est celui qui s'ouvre actuellement pour le projet, ça va être tout ce qu'on appelle le système d'information de chantier et tout ce qui est système d'information autour de la construction, de la coordination de nos activités sur le site. Et notre premier challenge sera d'être prêt pour construire deux EPR à Penly. Alors, ça couvre des aspects assez différents. Ça couvre des aspects autour de la gestion du site, tout ce qui va être les systèmes de sécurité, d'accès, toute la logistique, les plans d'occupation des sols. Ça couvre des sujets autour du pilotage, du planning. Et puis, ça couvre des sujets autour du pilotage de la construction elle-même, l'ordonnancement, la gestion des points ouverts, etc. Notre engagement sur ce sujet est d'être prêt pour l'ouverture du site en 2023 et puis après de suivre l'accélération du chantier qui, lui, va se dérouler pour le premier jusqu'à 2035. La particularité de ce SI en phase construction, c'est qu'il est peut-être un peu moins compliqué dans la structuration des données, dans la complexité des données qu'on manipule par rapport au PLM de conception. En revanche, ce PLM, ce SI de chantier, c'est un défi majeur en termes d'entreprise étendue, puisque l'objectif va être de faire collaborer l'ensemble des contributeurs au chantier dans les mêmes outils, ou en tous les cas d'interconnecter les outils des uns et des autres. Et donc, ce SI de chantier est un défi majeur, j'allais dire, de collaboration. Et puis, c'est un défi majeur d'instantanéité, c'est-à-dire qu'il doit permettre de tenir à jour les données sur le chantier en temps réel, avec l'utilisation de terminaux qui peuvent être des terminaux déportés, qui peuvent être répartis sur le chantier, etc. Et donc, on a des défis en termes de gestion de toutes ces données, de leur synchronisation qui sont importants. Ce challenge, c'est un challenge qui est devant nous,
C'est des activités qui démarrent et je me réjouis de cette matinale autour d'activités qui, elles, enfin d'initiatives qui visent toutes à réussir nos chantiers, nos phases de construction. Et on a besoin en la matière des initiatives de tous qui sont bienvenues pour préparer cette nouvelle phase. On a en particulier le sujet de la 4D, qui est un sujet sur lequel EDF travaille maintenant depuis des années, qui va vous être déployé, vous présenter juste après mon intervention, qui est un sujet ou une rupture possible dans la conduite de nos chantiers et dans leur planification. C'est un challenge majeur. Cécile aura l'occasion de vous présenter ça et c'est un défi à la fois technique, à la fois organisationnel. Et on y travaille maintenant depuis plusieurs années sans pour autant avoir pris à ce stade la décision de piloter l'intégralité du chantier dans la 4D. C'est-à-dire qu'on y va progressivement, mais on ouvre des potentialités dans le management de nos chantiers qui sont absolument extraordinaires. On compte beaucoup sur ces initiatives tout en étant prudent dans notre démarche. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle séance autour de toutes ces initiatives numériques dans le domaine de la construction, que ce soit en fabrication ou sur le chantier. Et je passe la parole à Cécile. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, nous allons en effet tout de suite pouvoir commencer avec Cécile sur la planification 4D au service de la construction à EDF. Cécile Dutertre a 27 années d'expérience dans le nucléaire. Elle a débuté sa carrière en production à Paluel, puis elle a rejoint l'ingénierie nucléaire d'EDF, où elle a occupé plusieurs postes. Elle a été notamment en charge du projet PLM en tant que responsable du pôle prospective et du dossier HPC. Elle occupe actuellement le poste d'adjointe méthode-outil pôle préparation de la construction à EDF DIP2N, direction de projet EPR2. Juste avant la présentation, je vous propose sur le côté de votre écran à droite, vous pouvez poser des questions en cliquant sur le petit élément envoi. Vous pourrez aussi voter pour les questions de manière à me permettre de prioriser lors de la discussion les points les plus importants ou les plus intéressants à développer avec Cécile. Et je vous souhaite une bonne écoute pour cette présentation. Cécile, c'est à vous. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette matinale du numérique, ce qu'on a choisi de partager avec vous, c'est la planification 4D qui représente un des cas d'usage de la continuité numérique qui représente donc un fort enjeu de performance pour nos futurs chantiers de construction. La présentation est articulée en 5 points. Dans un premier temps, je partagerai avec vous le pourquoi de la planification 4D pour le projet EPR2. Après, nous passerons sur l'explicitation de l'ambition telle qu'elle a été évoquée par Gabriel et comment on met en place les différentes étapes pour arriver à cette ambition. Nous passerons ensuite au partage de certaines réalisations concrètes de 4D pour que vous appréhendiez bien ce que l'on met derrière le mot 4D. On fera un petit tour rapide de la 4D au sein du groupe EDF, puisque effectivement, ce n'est pas une initiative isolée du projet EPR2. Et enfin, nous ferons un zoom sur les bénéfices et les points de vigilance de la planification 4D avant d'entamer la session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, la planification 4D, c'est quoi? Donc, planifier en 4D, d'abord, ça fait partie aujourd'hui, on peut dire, des outils standards des grands chantiers.
au service de la sécurité et de la performance des chantiers. Ça consiste en quoi? De façon imagée, ça consiste à construire virtuellement avant de construire réellement. Nos projets, vous le savez tous, sont de plus en plus complexes, tant sur la partie produit que l'environnement, qu'au niveau des organisations. Et donc, le couplage entre le modèle 3D du produit à terminaison et son planning de construction va nous permettre de visualiser à la fois des dates clés du projet ainsi que l'enchaînement des séquences de construction dans l'environnement 3D. Et du coup, ça nous permet de donner du sens sur où nous sommes à un instant T et où nous allons, ce qui reste à faire. Alors, de façon très opérationnelle, sur la partie droite de la slide, on a représenté les étapes les élémentaires de constitution d'une 4D. Alors, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais peut-être faire un petit zoom sur les plus importantes. Il y a déjà une première étape qui est l'intégration des données 3D et des données de planning, à laquelle il faut rajouter aussi potentiellement des données de type 2D quand on n'a pas la 3D de disponible, et des données de type attributaire que l'on pourra notamment trouver, se sourcer dans le PLM qui a été évoqué par Gabriel. Après, une fois qu'on a ces données-là, il y a un travail de constitution des données, de mise en forme, je dirais, des données, et notamment des données 3D pour les faire matcher avec les activités de planning. Donc, c'est l'étape de constitution des ressources 3D. Soit on découpe, soit on va faire des regroupements en fonction de l'activité de planning. Et enfin, une fois qu'on a relié ces éléments 3D avec les éléments de planning, eh bien, on va venir enrichir le planning et l'enrichir, alors soit en rajoutant des activités de planning directement dans l'outil 4D, soit aussi en rajoutant éventuellement des éléments temporaires 3D qui ne sont pas modélisés dans nos maquettes de design, mais des éléments qui vont être associés à des structures temporaires nécessaires à la construction, telles que les grues, les échafaudages, pas de façon systématique, mais vraiment de cibler sur ceux qui sont strictement requis. Alors, la planification 4D pour le projet EPR2, le pourquoi on investit dans la 4D. Sur cette slide-là, ce que l'on peut voir, c'est que clairement, la 4D va venir au service de 4 des 7 leviers d'optimisation principaux du projet EPR2. Ces 4 leviers sont la sécurisation de la constructibilité et de la gestion des coactivités, en prenant en compte dès aujourd'hui les champs de contraintes qui nous sont un peu imposés, savoir des champs de contraintes d'exiguïté des locaux, des besoins de mise à disposition le plus tôt possible sur certaines zones, mise à disposition par exemple de la discipline GC vers les montages pour pouvoir tenir notre planning de construction. Ça permet aussi, ça vient en support à la valorisation de l'usage de la préfabrication et des modules pour tenir notre planning de construction et tout particulièrement la partie montage, mais aussi la partie GC. On fait appel à on étudie la réalisation de gros modules et de structures de préfabriquées. Et grâce à la 4D, on vérifie que ces grosses structures vont être installables et qu'on pourra construire en toute sécurité. Le troisième levier porte sur la digitalisation. Clairement, comme vous le disiez, Gabriel, le projet EPR2, aujourd'hui dans sa phase étude, travaille en data centrique avec notre PLM. On élabore nos maquettes de design et là, la 4D va nous permettre de s'appuyer sur des données digitalisées et correspond donc à une valorisation de ces maquettes de design pour la préparation et plus tard la réalisation des chantiers. Et enfin, pas des moindres, la 4D est vraiment un outil collaboratif très puissant
qui va venir en support du fonctionnement en entreprise étendue et qui permet de mobiliser tout un chacun, aussi bien les parties prenantes internes au projet que les parties prenantes ou industrielles. Alors, l'ambition, maintenant, nous allons passer sur l'ambition. L'ambition, elle porte sur deux grandes finalités qui sont représentées sur cette slide. En partie gauche, donc ce qui se passe dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise la 4D pour planifier la construction. Alors, planifier la construction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fiabilise le planning de construction depuis les séquences d'aménagement du site, donc les travaux préparatoires, en passant par les séquences de génie civil, les séquences de montage électroméca, et on fait des focus spécifiques sur les interfaces clés entre ces différentes disciplines. Ça nous permet aussi aujourd'hui de valider le plan d'installation de chantier avec les différents intervenants. Comme le disait Gabriel, notre projet de construction est aujourd'hui adossé sur le site de Panly, qui est un site relativement étroit, contraint. Et donc, il y a un enjeu très fort à optimiser les sols. Et donc, via la 4D, on alloue au plus près des moments d'intervention, on va allouer les différentes zones d'installation des titulaires et zones qui leur sont nécessaires pour stocker le matériel préfabriqué en utilisant la 4D. Et enfin, on l'utilise vraiment pour communiquer, pour que chacun prenne la dimension de l'ampleur de ce que c'est que notre projet de construction. Notre deuxième finalité, qui débutera réellement dès les premiers travaux sur site, hein, donc on est à l'horizon de fin 2023, début 2024, et qui ira jusqu'à la mise en service des tranches, ce sera d'optimiser l'exécution. Donc là, on travaille à un planning prévisionnel que l'on consolide au maximum, et quand on se rapprochera et on sera en phase de réalisation, eh bien, au plus près des interventions, on préparera les activités avec les différents intervenants, on partagera grâce à la 4D les travaux à exécuter sur les 6 mois à venir, et on se rapproche un peu de temps, 2 mois à venir et 3 semaines et 1 semaine, pour gérer au plus près les coactivités et préparer les logistiques. Et aussi, même si on est extrêmement bien préparé, éventuellement réordonnancer les activités en cas d'aléa. Ça nous permet de venir en support, notamment, on peut envisager des pré-job briefings pour s'assurer que d'un point de vue sécurité, on est OK, chacun a bien appréhendé sa zone de travail et est prêt et a compris les risques éventuels afférents à son intervention. Ce qu'on le vise aussi, c'est de maîtriser, d'avoir une meilleure maîtrise du réalisé en étant en lien direct avec le terrain. La 4D, là, nous permettrait de collecter in situ ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Donc, pour mener à bien cette ambition, clairement, l'intégration de tous est un facteur de réussite. Alors là, sur la slide suivante, on voit notre feuille de route macro de déploiement. Clairement, on est dans une dynamique d'appropriation progressive de tous les intervenants. Comme on le disait en intro, c'est une affaire qui a débuté il y a maintenant environ 4 ans avec un petit cercle restreint où on a commencé par, comme on était à l'écoute en veille de ce qui se faisait à l'extérieur, on a mené une étude d'opportunité, fait quelques démonstrateurs. Les résultats étaient plutôt positifs, donc on s'est dit on continue. On a commencé par des premières 4D de façon très ponctuelle, toujours des résultats positifs, donc décision de poursuite. On a commencé à cette époque-là, en 2019, à travailler sur plus les méthodes
méthode de travail, quels sont les cas d'usage, qu'est-ce que l'on veut démontrer et du coup, quel mode opératoire on doit mettre en œuvre. Et on a aussi commencé à réfléchir aux exigences fonctionnelles et techniques de l'outil 4D parce que le choix de l'outil va aussi quelque part un peu conditionner les cas d'usage possibles. Donc on s'est dit il faut faire un choix d'outil pour pouvoir aller plus loin et plus en détail. Donc en 2020, on est sur une génération progressive des 4D. On a mis en place un contrat logiciel avec un intégrateur, j'en parlerai un peu plus tard. Et on a, au fil à mesure de ces années, embarqué nos industriels, dans un premier temps les génies civilistes qui étaient sur le plateau et qui spontanément ont proposé de travailler sur la 4D. Et aujourd'hui, des travaux qui se font avec notre bureau des méthodes montage mécanique. 2021 est une année assez clé pour la 4D puisque nous serons dans un point d'étape de déploiement, point d'étape dans lequel on va on fait aujourd'hui, on a passé, je dirais, la vitesse supérieure. On est en train de réaliser en 4D, en full 4D, si je peux m'exprimer ainsi, tout le bâtiment réacteur, donc partie génie civil et partie montage mécanique. On réalise les parties GC de l'îlot nucléaire et du CIBOP. Et on poursuit la réalisation du plan d'installation de chantier depuis l'ouverture du site jusqu'à pose du dos. L'objectif étant de tester le travail collaboratif, de tester les performances techniques, donc la scalabilité de l'approche. Sur la slide suivante, on parle outils. Donc, on a retenu une solution logicielle outil. Clairement, nous, la 4D, on le considère comme un outil de management de projet qui nous permet de réaliser des séquences de planning, qui nous permet d'analyser plusieurs scénarios et de faire les scénarios et de faire les choix, et qui nous permettra de comparer le prévisionnel avec le réalisé. Donc, on a voulu que cet outil-là soit le plus interopérable possible avec les formats 3D. Donc, vous avez sur cette slide le panel de format 3D et qui soit aussi interopérable avec les formats de planning, là, à l'import et l'export, puisque on est dans une dynamique de aujourd'hui prendre des séquences dans un planning dont le master reste aujourd'hui, le planning de projet reste sous Primavera P6 et on prend les séquences sous P6, on les travaille dans la 4D et on les réimporte sous P6. Voilà. Donc je vais passer maintenant aux réalisations que nous avons menées. Un exemple, alors deux exemples, un exemple sous forme de vidéo et un exemple sous forme de slide. Donc là, on va vous présenter, c'est un rendu de 4D, donc sous forme de vidéo. On aurait très bien pu le faire en étant directement dans l'outil, qui va montrer la séquence de construction des deux tranches EPR2 sur le site de Panly. Notre objectif pour cette 4D, on est parti d'un planning de niveau 3, notre planning de niveau 3, et on l'a remonté à un niveau plus macro, un planning de niveau 2, et on voulait consolider un certain nombre d'hypothèses, de grandes hypothèses, la séquence de préfab lourde des structures GC du bâtiment réacteur, et on le verra sur la vidéo, et les interfaces principales entre les différentes disciplines et les tranches. Alors, vous allez voir, je vais la faire dérouler. On a représenté, donc vous verrez en orange sur la partie basse, on est quand les structures apparaissent en orange, c'est qu'elles sont en phase de construction de GC. Quand elles reviennent en gris, c'est il n'y a pas d'activité. On passe après en montage, on est en bleu, et après on est en vert pour la phase d'essai. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais passer sur la vidéo. Excusez-moi. Ok, c'est parti. Donc, on se place, excusez-moi, un peu avant le J0, hein, le moment où le J0 correspondant au coulage du radier de
premier béton. On voit là les structures de GC qui se construisent. Et sur la partie haute, vous avez en plateforme intermédiaire la réalisation des structures de l'enceinte, du liner de l'enceinte, avec la pose de la bassine qui s'est fait sur la tranche 1, la partie droite. On passe le premier rondeau. Vous avez vu arriver des colis de préfab des piscines du bâtiment combustible. On passe le deuxième rondeau et on voit que la construction du génie civil sur la tranche 2 a débuté. On continue l'élaboration de l'enceinte du liner sur la tranche 1 et là, on a posé la bassine sur la tranche 2. Et on voit que l'on a concomitance des activités de GC sur les deux tranches et de montage en même temps sur tranche 1 et tranche 2. La pose du dôme sur la tranche 1, on continue les grosses structures de génie civil sur la tranche 2. On voit sur la partie droite, alors j'ai oublié, excusez-moi, on a une vue en coupe au niveau du bâtiment du HR pour voir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment HR. Voilà. Et donc, on arrive à la fin de la réalisation des deux tranches. Alors, cette planification 4D qui a un niveau macro, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de lignes de planning. Hein. Là, on a une synthèse parce qu'on était dans un objectif de valider un planning beaucoup plus détaillé. Par contre, le deuxième exemple que l'on peut parcourir ensemble, c'est la réalisation d'une 4D que l'on a fait là pour le coup à l'intérieur du bâtiment du réacteur, où là on a détaillé en 4D toute la séquence de construction au niveau des casemates GV et pompes primaires. L'objectif étant d'optimiser les séquences de montage dans cette zone-là, parce que ça représente un enjeu majeur pour notre planning de construction. Hein. C'est une séquence qui est sur le chemin critique avec beaucoup de coactivité. Alors, la réalisation de ces 4D, elle s'est faite comment? Nos planificateurs ont organisé un certain nombre d'ateliers avec les métiers de construction, avec les métiers installateurs, avec le titulaire des parties primaires, avec la logistique de chantier, et on est venu progressivement déclencher, on va dire, consolider toutes les séquences de construction sur cette zone-là via une analyse très fine de la coactivité au droit des casemates. Ça nous, de façon très pratico-pratique, là, je vous ai mis un certain nombre de snapshots de la planification 4D, donc c'est directement sorti de l'outil. Ce que l'on voit, c'est qu'on a géré notamment le stockage de grosses pièces, hein, telles que les amortisseurs pompes primaires et GV. On a été obligé à certains endroits d'intégrer des échafaudages. On le fera pas de façon systématique, mais dans ces zones contraintes, ça avait du sens. On voit sur la partie du bas milieu que l'on a aussi modélisé les modules ARE et leur stockage. Voilà. Alors, comment on embarque les titulaires nos titulaires aujourd'hui, nos futurs titulaires, donc via le bureau des méthodes montage mécanique qui est présent sur le plateau PR. Notre méthode est challengée par ses partenaires. Donc, nos partenaires là ont pour objectif de proposer des concepts de préfabrication, modules, skid. Et ces concepts-là, une fois qu'ils sont proposés, on décide ou non, on prend la décision de les intégrer dans le planning. Et cette prise de décision, elle peut passer par la réalisation d'une 4D pour consolider la faisabilité de l'intégration. Et donc là, on mène des ateliers avec les industriels pour voir si les concepts passent. Et en parallèle, nos industriels s'approprient aussi la 4D en faisant notamment ce que j'ai été ça a été reporté là sur la slide, une réalisation de première 4D dans le HRA toujours, on est à 1,50 où la séquence de montage d'un certain nombre de tuyauteries dans 3 locaux a été réalisée par les industriels. Donc on est au début
début, dans une phase d'appropriation, et clairement, il faut aller plus loin, instruire, à savoir exactement comment cette réalisation 4D s'inscrit dans le processus, je dirais, plus classique qui est propre à nos titulaires. Alors après, je vais passer très rapidement sur la 4D au sein du groupe EDF avec deux exemples. La 4D est utilisée, a été utilisée dans le cadre du projet Grand Carénage. Là, l'exemple qui est remonté par nos collaborateurs de la DIDE, c'est la réalisation de 4D dans l'espace entre enceinte Flamanville 1-2 et ça a été aussi déployé pour Belleville. L'enjeu, c'était 6 dossiers de modifs dans un espace extrêmement contraint dans lequel on n'a pas l'habitude d'aller, sur un créneau de maintenance extrêmement limité, maintenu par le projet d'arrêt de tranche, avec plus de 10 personnes, 10 entreprises, excusez-moi, à coordonner. Donc, ce qui a été fait, c'est que on a pris le planning de chacune des entreprises. Ça a été intégré par l'équipe d'arrêt de la DIDE. Et après, ça a été travaillé parce qu'on s'est aperçu que quand on a intégré le tout, on ne respectait absolument pas le champ de contraintes posé par le chef d'arrêt. Et donc, il y a eu un certain nombre d'ateliers qui a fait qu'on a revu les coactivités, les problèmes de sécurité ont été revus par les différents intervenants et proposé une nouvelle séquence. La slide suivante fait un petit zoom très très rapide sur le projet Hinkley Point C. L'AKD sur Hinkley Point C est utilisé sur plusieurs cas d'usage. Là, je vous en ai mis deux ramenés par nos collègues. Le planning de construction du projet est à terminaison et rentré dans la 4D. Donc, vous voyez en haut à droite la visualisation. Donc, c'est mis à jour de façon mensuelle et vous avez un pas de temps. C'est sorti de façon mensuelle avec un pas de temps sur le planning à terminaison, fourniture des planches sur tous les mois à venir. C'est aussi utilisé pour la préparation des séquences de construction, montage électroméca, où là, on part de la maquette 3D du detail design, donc un niveau D2, sur laquelle, à partir de cette maquette 3D, on réalise des séquences types dans l'outil 4D. Et ces séquences types sont challengées avec les différents représentants de l'Alliance AIH pour affiner au plus près la séquence de construction. Alors, je vais en terminer sur une synthèse sur les bénéfices et les points de vigilance. Alors, les bénéfices, vous avez bien compris, je pense, au fil de la présentation. Clairement, ça dérisque la planification 4D, elle dérisque le projet grâce à l'élaboration progressive d'un planning de construction plus robuste. Ça nous permet aujourd'hui d'ancrer les besoins de construction très tôt dans le projet. Comme le disait Gabriel, on est aujourd'hui en phase d'étude, on prépare le procurement et demain le site. Grâce à la 4D, toute l'équipe préparatoire de construction est présente et permet de faire challenger aux équipes d'études, de bien faire comprendre ce sera quoi le projet de construction. Donc clairement, en minimisant, en anticipant, on minimise les éventuels impacts que l'on pourrait avoir et plus on retarde la détection de ces impacts, plus ça nous coûtera cher. Ça permet à chacun de s'approprier c'est quoi le projet de construction et ça nous permet aussi de une gestion plus optimisée des ressources. J'avais notamment mentionné précédemment les ressources sol, qui sont des ressources précieuses. Alors, il y a des points de vigilance sur cette planification 4D. Le premier que j'ai mentionné là, c'est de bien adapter l'usage de la 4D aux objectifs visés. De bien se prendre le temps en amont de dire
dire quels sont les cas d'usage. Parce que si on le fait pas bien, on le voit dans nos réalisations, on risque de se noyer dans la 4D. Parce qu'une fois que vous rentrez dedans, eh bien, vous êtes tenté d'affiner telle séquence, et puis c'est un peu ça peut être une boucle sans fin. Donc, il faut vraiment se caler les objectifs dès l'entrée. Le deuxième point porte sur la structuration des données et des plannings en amont. C'est un vrai sujet et sur laquelle il faut clairement investir en amont pour essayer autant que faire se peut d'automatiser certains gestes, notamment mettre en place des règles pour que le matching entre les éléments 3D et les activités de planning se passe le plus facilement possible, voire soit automatique. Hein. L'outil le permet, si tant est qu'on ait renseigné les bonnes identifiants, les bonnes clés qui permettent de faire ce mapping. Au travers de ça, il y a aussi le besoin d'avoir une maquette 3D qui soit adaptée aux méthodes de construction. Clairement, aujourd'hui, on est sur des maquettes qui sont des maquettes de design, d'études, qui ne reflètent pas pour certaines disciplines le comment on va construire. Donc, il y a un travail de transfert sur les maquettes 3D à faire pour passer du design à la construction. L'autre point porte sur l'interfaçage entre plusieurs technologies. Comme ça a été mentionné en introduction par Gabriel, notre référentiel de données technique, c'est le PLM. Donc, c'est dans ce PLM que l'on trouvera toutes les cartes d'identité, la carte d'identité associée à tout notre produit à construire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se source des bonnes informations. Donc, il y aura un maillage à penser avec le PLM, à penser avec les maquettes et à penser avec l'outil de planning. Et puis, de bien prendre en compte aussi le fait que toutes nos données, et notamment nos données 3D, eh bien, elles évoluent dans le temps. Donc, il faut être en capacité de gérer les mises à jour de ces données. Et le dernier point qui porte sur une autre dimension, c'est d'avoir une accessibilité de la 4D pour tous. Parce que si ça reste l'affaire de 2-3 initiés, on aura raté notre ambition. Et l'accessibilité, ça passe par mettre à disposition la 4D à tous ceux qui en ont besoin. Donc, ça veut dire mettre à disposition de ceux qui réalisent et mettre à disposition aussi de ceux qui ont besoin de cette 4D pour visualiser, pour comprendre. Donc, ça veut dire, c'était aussi un des critères de choix d'outils, avoir une version en viewer qui soit disponible pour les différentes parties de management et décideurs. Et l'accessibilité, donc, elle passe par, pour ceux qui réalisent, on est dans une évolution de métier. Aujourd'hui, on a pris le parti de faire réaliser par les planificateurs construction. Donc, ça veut dire que nos planificateurs classiques, entre guillemets, deviendront des planificateurs 4D. Donc, ça veut dire que il faut qu'on mette en place, et on met en place tout l'accompagnement pour la montée en compétences de ces planificateurs. Voilà, j'en ai terminé, peut-être un petit peu longue. Merci beaucoup, Cécile, c'était très très clair et en plus vous avez répondu en partie aux questions. Alors ce que je vous propose pendant la phase de questions-réponses, c'est de répondre de manière assez synthétique, de manière à pouvoir passer toutes les questions qu'on a déjà dans le chat. Donc la première, vous l'avez un peu abordée tout à l'heure. Dans quelles conditions avez-vous utilisé la 4D sur le chantier HPC et quel est le retour d'expérience? Alors peut-être un point positif, mais aussi une difficulté que vous avez rencontrée? Ok. Alors, sur le chantier HPC, ce que je peux rajouter, un cas d'usage que j'ai pas piqué là dans la présentation, c'est l'utilisation de la 4D par le titulaire du contrat principal génie civil, donc Baylor, qui l'utilise pour son suivi de chantier. Donc, Baylor, de façon hebdomadaire, met à jour l'avancement des réalisations sous l'outil 4D. Donc, ils utilisent aussi l'outil SynchroPro
Et ça leur permet notamment d'avoir la vision de ce qui va se passer dans la semaine et la semaine suivante à venir pour gérer au plus près les flux de commandes sur les ferraillages, sur le béton. Donc ça, c'est utilisé par Baylor. Ils ont mis en place beaucoup de routines pour pouvoir remonter de façon hebdomadaire. Ils sont en charge de 50 bâtiments, donc c'est pas rien. Et donc, ils ont mis en place des routines entre leur maquette d'exécution et leur planning de construction. Et ils font ça de façon très, très périodique. Merci beaucoup, Cécile. Peut-être répondre à la difficulté qu'ils peuvent remonter. Elle résonne vraiment sur bien définir le cas d'usage et bien préparer les données pour que ça se passe sans couture, on va dire, ou avec le moins d'efforts possible. Il restera toujours des efforts, mais voilà. D'accord. Une question sur la cybersécurité. À vouloir travailler en entreprise étendue, partager les éléments avec les fournisseurs et en plus avoir la 3D et le planning associé, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au niveau de la cyber? Alors, aujourd'hui, vis-à-vis de l'entreprise étendue, on est aujourd'hui encore très modeste, à savoir que l'on est étendu, je dirais, à la maille EDF, ce qui est déjà pas mal. Donc, on travaille sur 2021, enfin avant 2021, chacun des collaborateurs réalisait ses 4D sur son poste privé. Voilà. Faisait donc avec toutes les installations de logiciels SynchroPro, on passait bien sûr le standard, nos standards sécurité de l'information. On réalisait les 4D sur les postes privés et on remontait ça dans P6 avec tous les protocoles qui vont bien. Sur 2021, on passe sur une version collaborative de SynchroPro. C'est-à-dire que les collaborateurs travaillent en mode serveur. Donc, on a installé 3 serveurs, un pour le NI, un pour le CI/bot et un pour la partie site. Et donc là, ça veut dire qu'on a des flux entre entités. Donc, aujourd'hui, CNEPE, direction de projet PR2 et notre filiale Advance. Donc, toujours, ça, c'est installé dans le respect des standards. L'idée étant de l'étape d'après, donc on teste le mode collaboratif d'un point de vue opératoire et technique, notamment la capacité, la performance. Et l'étape d'après, donc sur 2022, c'est bien de mettre en place l'architecture nécessaire pour supporter la réalisation en mode entreprise étendue au vrai sens de l'entreprise étendue, tout en respectant, bien sûr, les standards de sécurité. D'accord, c'est très clair. Alors, une question qui vient là sur l'automatisation de la mise à jour des plannings. Est-ce que vous rencontrez des contraintes techniques ou est-ce que c'est juste, comme vous l'avez dit, de bien expliciter les données attendues en amont et vous avez déjà réussi à automatiser un certain nombre de tâches? Alors aujourd'hui, on n'a pas rencontré encore de contraintes techniques, mais c'est un point de vigilance sur lequel on est extrêmement attentif, parce que si on prend par exemple le planning du HR, le bâtiment réacteur, si on se met à une maille d'un planning N3, on a énormément d'activités. Et puis après, quand on va descendre à un planning, un niveau de planning plus fin, donc le N4, qui sera le niveau de planning dont on aura besoin dans la phase de chantier, on sera encore avec plus d'objets à manipuler. Donc ça veut dire plus d'objets d'activité de planning, mais aussi plus de liens avec les objets 3D. Donc, on teste aujourd'hui les performances. Donc, on mène aujourd'hui un cas test typiquement sur le HRA pour voir la scalabilité et si ça tient la charge. Voilà. D'accord, très bien. Avez-vous déjà pensé à associer la réalité augmentée à la 4D, que ce soit pour un remontage numérique ou même une surveillance qualité, par exemple?
Ouais. Alors là, on se place effectivement sur la réalité augmentée. On avait approché l'éditeur du logiciel Synchro Pro, là, qui à l'époque était la société Synchro, mais ça a été racheté par Bentley. Et Bentley travaille sur une version en réalité augmentée. Donc il y a clairement un gisement de valeur. Donc on est en veille là-dessus. Clairement, aujourd'hui, on est en veille. On voit bien que les cas d'usage seront plus dans la phase de préparation au plus près du chantier, on le sent comme ça, pour répéter notamment des séquences de construction qui pourraient être, enfin, qui sont très contraintes dans le temps et donc peuvent nous permettre de mieux appréhender l'environnement. Mais aujourd'hui, on ne travaille pas de façon opérationnelle sur ce sujet-là. On l'a en veille, mais ce n'est pas notre cœur d'activité. Prochaine étape. Oui, on a pas mal de questions sur l'impact, déjà sur la gestion de la donnée entre PLM, maquette 3D et le planning, mais aussi sur l'interface et l'impact pour vos fournisseurs et vos partenaires. Ok. Donc le maillage entre toutes ces données, aujourd'hui, encore une fois, de façon très transparente, on vient se sourcer dans la maquette 3D qui est produite par nos équipes de layout, d'installation. Donc on vient récupérer, nos équipes de construction viennent récupérer de façon périodique les différentes versions de maquettes validées qui sont poussées par les équipes d'install. Donc aujourd'hui, on ne passe pas par le PLM. On est dans une phase transitoire. Et en termes de planning, eh bien, on vient se sourcer sur notre master de planning de construction, donc qui a une référence unique, validée. On travaille dans la 4D et on réinjecte les éventuelles évolutions de planning dans notre master P6. Demain, l'enjeu va être de se raccrocher à notre PLM qui est le référentiel de données uniques, donc qui va gérer toutes les données de type 1D, mais aussi les données de type 3D. Il y a un lien, un couplage très fort entre le PLM et la maquette 3D, un couplage qui existe aujourd'hui, mais qui est fait de manière asynchrone aujourd'hui. Mais l'idée, c'est bien que ce soit poussé de façon synchrone. Et donc, on viendra se sourcer, pour le planning 4D, on viendra se sourcer dans le PLM. Donc, il y a tout un travail d'identification des données, donc le modèle de données dont on a besoin pour réaliser nos cas d'usage 4D, qui est à mener pour pouvoir récupérer l'information dans le PLM. D'accord. Il y a une deuxième partie à la question, mais j'ai oublié, excusez-moi. Non, ah oui, comment on embarque les titulaires. Voilà, c'est ça. C'est important. Voilà. Dans la feuille de route, ce que j'ai mentionné, c'est qu'on a déjà rédigé un jeu d'exigences contractuelles. Donc aujourd'hui, on est en phase de processus contractuel avec trois gros segments qui sont le génie civil principal, la chaudière et le groupe turbo-alternateur. Et sur ces contrats-là, eh bien, on a déjà posé un certain nombre d'exigences 4D qui portent sur ce que l'on attend de nos futurs titulaires en termes de fourniture de 4D, comment la périodicité, comment ils auront accès à la plateforme 4D dite collaborative, les exigences sur un certain nombre d'exigences sur la fourniture des modèles 3D, sur la qualité des données. Donc, on a posé un premier set d'exigences que l'on revoit via des ateliers avec les différents compétiteurs et qui nous permet d'affiner ces exigences, parce que la difficulté, c'est que on est en pleine progression sur la 4D, on n'a pas tout ficelé, mais en même temps, on est dans le processus contractuel. Donc, ça veut dire qu'on a mis des exigences
on a une vingtaine d'exigences, hein, ça fait l'objet d'une spec dédiée sur laquelle nos leaders nous répondent et sur laquelle on échange sur les capacités et comment on y va ensemble. D'accord. Et juste pour finir, et comme ça répondra aussi aux dernières questions, et ce sera la dernière pour cette présentation. Quel est l'investissement nécessaire de vos partenaires s'ils souhaitaient aller dans cette démarche 4D en termes de compétences, de ressources humaines ou d'investissement financier? Okay. Alors là-dessus, les éléments de réponse que je peux apporter, c'est par rapport au REX que nous on a et aussi du REX d'autres industriels. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on s'est focalisé là vraiment sur EDF, mais la 4D est aussi utilisée par d'autres industries du secteur de l'énergie et notamment Technip, qui a une grande expérience de la planification 4D. Et nous, on a fait des estimations au regard de ce qu'on a pu déjà réaliser et c'est corroboré avec les chiffres que nous remontent d'autres industriels. Il y a un coût d'entrée, ça c'est indéniable, hein, puisque effectivement, il faut préparer les données, il faut monter en compétences, parce qu'un planificateur n'a pas forcément une appétence pour la 3D, et il faut quand même être un petit peu à l'aise avec la 3D. Donc nous, on a estimé de l'ordre de 20% en termes de surcoût, on va dire, par rapport à une réalisation de planification classique. Donc on estime à ça pour le début. Ça veut dire donc la en phase préparatoire. Après, au regard de toute la montée en compétences qu'il y aura eu côté EDF et aussi côté titulaire et la volonté d'automatiser au maximum, on estime que ça descendra au début de réalisation de chantier à 10% et après ça devrait, si ça fonctionne bien, devenir entre guillemets du normal business. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Cécile, c'était vraiment très intéressant. Il y a encore beaucoup de questions, mais on va devoir passer à la deuxième présentation. Encore un grand merci pour le contenu et la pédagogie de la présentation. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer donc à la deuxième présentation, le PLM Framatome au service de la conformité et de la standardisation de ses produits. Donc, on invite Pascal Lucas. Pascal Lucas a 31 ans d'expérience donc dans le secteur du nucléaire. Il a travaillé plusieurs années au sein du ministère des Armées dans le domaine des sous-marins, puis à la direction des applications militaires du CEA en tant que directeur de programme de la propulsion nucléaire. Pascal Lucas est depuis 2020 le directeur de la standardisation et des programmes à Framatome. Et aussi Éric Perrottet, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur nucléaire. Il a occupé plusieurs postes chez Areva, notamment responsable des PLM des business units, puis AS manager des business units, DTI, Large Project, et enfin la responsabilité d'un certain nombre d'applications business. Il est en charge depuis 2018 du projet PLM de Framatome dans un département standardisation et programme corporate process, système d'engineering et product standardisation. Je vous propose, comme tout à l'heure, de poser vos questions dès le début de la présentation si vous en avez. Et maintenant, pendant 20 minutes, on va écouter Éric et Pascal. Merci à tous. Est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Pascal? Oui, donc bonjour à tous. Je vais introduire rapidement la présentation d'Éric sur le PLM. Avant, ce que je voudrais préciser un peu le contexte dans lequel ce projet PLM s'inscrit chez Framatome. Donc Framatome a entrepris une profonde transformation de son organisation, de ses méthodes de travail. Et avec donc orienté dans un premier temps sur les conceptions, fabrication des gros équipements sur les projets de nouveaux nucléaires, l'extension de cette transformation aux activités services de la BU base installée service et puis de fuel sera regardé dans un deuxième temps. L'objectif de Framatome, il est très clair, c'est aujourd'hui affiché par Bernard Fontana, c'est l'objectif de devenir le leader ou un des leaders mondiaux dans son domaine d'activité qui est la conception et la fabrication des gros composants pour les réacteurs nucléaires. Cette transformation, elle a un fil directeur qui est la standardisation.
Cette standardisation, naturellement, elle s'inscrit dans la continuité du plan Excel piloté par EDF pour l'ensemble de la filière nucléaire. Et donc, tout ce qui est mis en place aujourd'hui au sein de Framatome vise en fait à s'inscrire dans cette transformation et cet objectif de filière nucléaire. Le PLM de Framatome, c'est un PLM, au-delà de la responsabilité que souhaite avoir Framatome en termes de concepteur de chaudiéristes, en fait, pour garantir le bon fonctionnement des chaudières nucléaires. Le PLM de Framatome, c'est avant tout un PLM de fabricant. Fabricant des gros composants, cuves, générateurs de vapeur, pressuriseurs, les branches, les pompes et autres. Et en fait, il va, comme va le montrer Eric, et ce PLM va couvrir l'ensemble de cycles d'activité de Framatome, partant de la spécification de besoins que nous recevons d'EDF et allant jusqu'à la fabrication et la démonstration de la conformité de l'équipement fabriqué par rapport aux spécifications, aux exigences qui s'appliquent. Alors, bien évidemment, ce PLM de Framatome doit aussi s'inscrire dans je dirais, dans la continuité numérique. On en a parlé un peu tout à l'heure avec la présentation de côté EDF, continuité numérique de cette filière. On parle d'entreprise étendue. La notion d'entreprise étendue, pour moi, elle peut se traduire de deux façons. Soit effectivement, EDF met à disposition de ses prestataires, de ses partenaires, les outils et les gens viennent travailler dans les outils d'EDF, soit chaque partenaire a ses propres outils et on va travailler sur la mise en place de passerelles de façon à échanger les données qui vont bien de façon automatique, de façon numérique, les données entre EDF et Framatome pour ce qui nous concerne, ce qui nous permet en particulier de pouvoir récupérer de façon un peu automatique demain les exigences, les requirements des principaux équipements et de rendre compte à notre client Framatome de ce qu'on a fait en montrant comment on répond bien à ces exigences. Cette continuité numérique, elle s'adresse en amont avec EDF. Donc on a vu la descente des exigences, remontée de la conformité. Elle va s'appliquer. Il faudrait aussi qu'elle s'applique sur notre supply chain, sur nos fournisseurs. C'est-à-dire que grâce au PLM, on va descendre un certain nombre d'exigences. On va revoir un peu la façon de spécifier nos besoins, nos approvisionnements. Et puis ce qu'on va attendre aussi de nos fournisseurs, c'est une continuité numérique dans la remontée de la conformité des approvisionnements qui nous livrent. Donc vous voyez clairement que les mots d'ordre un peu de ce PLM, c'est la traçabilité des exigences, c'est la gestion de configuration, la gestion des changes quand on a des évolutions en cours de fabrication, c'est la matrice de conformité. Donc on est en plein dans l'application des principes de base de l'ingénierie système, du système engineering que met en place aussi Framatome. C'est un peu pour ça que dans l'organisation qui a été mise en place au mois de septembre, on a créé une mission standardisation qui regroupe en fait des programmes, des projets de standardisation pure. Vous avez peut-être déjà entendu parler du programme Juliette, qui vise en fait à définir un standard industriel en termes d'organisation, en termes de procédés industriels, en termes de gamme de fabrication dans nos usines. On a lancé un programme Roméo en liaison avec le programme Excel, qui est plus une approche top-down, c'est analyser un peu la variabilité des besoins des futurs projets, des prospects, et regarder comment on peut répondre avec un design standard à ces différents projets. Donc on a du top-down Roméo, on a du bottom-up Juliette. Pour encadrer tout ça, on va standardiser nos méthodes de travail, c'est le système ingénierie. Et puis, pour supporter tout ce travail-là, on va déployer notre PLM, y compris dans les usines, pour supporter le standard et être capable, lorsqu'un nouveau projet démarre, en fait, de récupérer toutes les informations engrangées, données stockées dans ce PLM, les mettre à disposition des nouveaux projets et, si possible, faciliter le reuse. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire en introduction de la présentation d'Eric. Eric va vous présenter son programme, le programme PLM, et je pense que je reviendrai un peu dessus sur une des planches pour parler un peu plus de standardisation.
Eric, je te laisse la parole. Merci. Donc voilà, on développe un PLM, une transformation. On développe on redéfinit process, méthode et outils. On discutera un peu de tout ça dans le REX, comment on est organisé pour faire ça et comment le métier est impliqué dans cette définition. Il construit process, méthode, outils. Donc nos ambitions, hein, c'est de standardiser les process et méthodes métiers et les méthodes SE, d'avoir du co-design, de la collaboration sur le même produit. De gérer mieux la configuration, la gestion de configuration, la gestion des modifs sur le volume des données qui devient énorme, améliorer la traçabilité, y compris sur des données CAO, la CAO portant un grand nombre d'exigences à l'intérieur, l'entreprise étendue, la réutilisation et les produits standards, protéger le savoir-faire et la propriété intellectuelle. Et tout ça avec une seule source de vérité, une continuité numérique sur tout le cycle de vie et un standard. On a pris la décision de ne très peu customiser et donc de s'appuyer sur le standard de la solution 3DX et de le faire évoluer éventuellement si besoin. Notre positionnement vis-à-vis de d'EDF et du programme Switch, on a un PLM d'équipementier de premier rang, au même titre que Safran pour Airbus. Notre principal enjeu est d'améliorer la performance entre le design et le manufacturing. Framatome dans la filière, dans son intégration dans la filière, on doit définir en fait un langage commun pour pouvoir échanger avec EDF, un langage commun, des process communs et une intégration technique. Hein. Mais l'important, c'est de caler des process et un langage commun pour travailler avec EDF. Nos 4 enjeux, hein, c'est dans la mise en place de ce PLM, dans cette brique de la filière, c'est la performance et la tenue de nos engagements, l'optimisation des interfaces avec toutes les parties prenantes, la pérennisation de notre compétence et notre compétitivité industrielle en tant que chaudiériste. Donc maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire à travers une démonstration et où est-ce qu'on en est dans cette continuité numérique et dans le déploiement du PLM Framatome. Je ne vais pas adresser, il y a un certain nombre de sujets qu'on adressera plus tard qui ne sont pas dans le périmètre actuel. Donc je vais vous raconter l'histoire de cette continuité numérique. Qu'est-ce qui est en production et qu'est-ce qu'on travaille, hein. On va voir que donc les sujets avec la petite bulle bleue sont les sujets qui sont déjà en production et les sujets en travail qui démarrent, qui ont déjà démarré et qui seront opérationnels dès 2021 pour le design mécanique et 2022-2023 pour l'industrialisation, c'est le design le design du manufacturing. Donc on reçoit les cahiers des charges du client. Il se trouve que EDF, dans le cas de PR2, a ces données qui sont très structurées. On n'a pas encore une interface vers le PLM version 2 d'EDF, 3DX. Donc, mais par contre, on reçoit des données très structurées qui sont issues de son PLM version 1. Et on va voir que ça nous permet, malgré un travail sur un transfert de documents, d'avoir une continuité de numérique dès le début. La première étape que je vais vous montrer, c'est l'analyse fonctionnelle externe, c'est répondre au client, au cahier des charges du client, en produisant un document qui s'appelle la SRS, System Requirement Specification, qui va dire au client, ben voilà les besoins que vous nous avez donnés, voilà comment on va les traduire en exigences, voilà quel système, quelle fonction ou quelle interface on va les allouer, voilà ce qu'on saura faire comme vous me l'avez demandé, voilà ce qu'on va faire, qu'on vous propose de faire différemment. Donc tout ça, c'est le dialogue à travers la SRS, qui est en retour vers le client. Donc toutes les SRS ont été, je crois qu'il en manque une, les SRS ont été produites vers le client et on est en cours d'analyse de ces SRS qui répondent au cahier des charges. Récursivement, on va descendre dans les fonctions, sous-fonctions, etc. pour allouer toutes ces exigences validées par le client au bon niveau, des fonctions, des systèmes, etc. Pour commencer le design et donc la solution qui répondra aux exigences issues de l'architecture, avec évidemment une traçabilité complète de bout en bout des exigences du design vers les besoins du client. Et l'étape d'après, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la conception de la fabrication et avec déclinaison des exigences nécessaires aux bons équipements et uniquement celles nécessaires aux bons équipements pour après fabriquer et remonter les preuves pour chaque objet fabriqué pour être capable de constituer le rapport de fin de fabrication à transmettre au client. Donc on va regarder rapidement la descente du cycle. Donc on reçoit un cahier des charges du client
très structuré, ce qui nous permet déjà d'initialiser une continuité numérique vers les exigences du client. Donc on reçoit un document, mais il est tellement structuré qu'on est capable de l'analyser et de l'importer dans le système Framatome. On est en plus, lorsqu'on recevra les nouvelles configurations du client, on sera capable sans automatiquement, de regarder qu'est-ce qui a bougé, quels sont les besoins qui ont bougé, quels sont les chapitres qui ont bougé, et faire du delta pour faciliter notre analyse d'impact, pour répondre avec une nouvelle version de la SRS. Donc là, on voit que du client Advance, on reçoit des exigences, des besoins avec un identifiant unique et une version, et c'est à partir de ça qu'on va faire toute la traçabilité issue du cahier des charges du client. Donc à partir de cet objet qu'on va appeler une RegSpec de besoin, on va commencer à travailler et produire une RegSpec d'exigence qui va être un document très structuré dans le PLM qui va poser les chapitres au regard du cahier des charges du client, les exigences, les dérogations demandées, les modes de preuve, c'est-à-dire que cette exigence, on propose de la prouver en fabrication ou on la prouvera en calcul dans la phase de design. Tout cette RegSpec d'exigence est la première base de la réponse pour la production du cahier des charges. Donc, on va créer des chapitres, des exigences, tout ça de manière numérique, de manière structurée, avec une code, avec un identifiant unique et une version suivie intégralement. Donc là, on va faire la traçabilité, c'est-à-dire qu'on a notre expect d'exigence. On va donc regarder, préparer la réponse pour avoir une matrice de traçabilité vers le client. Et donc, on va, exigence par exigence, besoin par besoin, dire cette exigence couvre le besoin là, etc. Donc, ce premier niveau de traçabilité, exigence à besoin, est la première étape de l'analyse fonctionnelle externe qui va nous permettre de répondre aux clients. On va faire pareil avec les systèmes et les fonctions sur une analyse fonctionnelle externe de premier niveau. Donc, on a les fonctions et on a une arborescence des fonctions auxquelles il faut répondre. Et on fait pareil, nos fonctions, on va s'assurer, on va identifier quelles sont les exigences que vont devoir couvrir chaque fonction. On va faire pareil avec chaque système qui vont devoir couvrir des fonctions. Et on va faire pareil entre chaque système et chaque exigence qui vont devoir être alloués. Donc là, on mesure la couverture. Ici, c'est l'ensemble des systèmes, y compris les systèmes du client, y compris les interfaces avec le système du client. On va faire la même couverture entre nos systèmes et nos exigences. Voilà, on va aller assez vite sur ça. On va faire pareil avec les interfaces, une interface entre deux systèmes, et on va produire un document à la fin qui s'appelle la SRS, qui va être envoyé au client. Et qui va donc là on fait pareil avec les interfaces, et on va produire un document à l'issue de la GetR du Radiv. Ce document va être envoyé au client et donc va permettre avec toutes les matrices de traçabilité, va permettre de discuter avec le client. L'étape d'après, c'est le design. Donc ces exigences vont être allouées à l'architecture récursivement. Je ne vais pas vous montrer ça. C'est en production et les équipes du projet EPR2 travaillent sur ce sujet pour préparer les dossiers d'architecture récursive jusqu'au plus bas des éléments, pour commencer le design. Et le design, en fait, va être de trouver la solution en reprenant les exigences issues de l'amont. Et donc, pour cette solution, on va construire cet objet solution qui va être composé d'un ensemble d'équipements, de sous-équipements. Sur chaque équipement, on va avoir son modèle 3D, on va avoir toutes ces données 1D et on va avoir toutes ces exigences reportées de l'amont qui sont celles issues de l'architecture. À partir de là, on est en train de travailler ce process de design. On le fait avec les gens de l'Indus pour qu'ensemble, les designers et les industriels comprennent la problématique de chacun et que au moment de travailler vraiment dans la solution et d'appliquer les process qu'on définit, il y a une continuité numérique et ils comprennent tout le sens de ce qu'on a fait. Donc là, maintenant, on va passer côté usine. L'usine, on suppose, donc on a récupéré toutes les exigences du design, on les a allouées aux bons endroits de la fabrication et pas et uniquement celles nécessaires. Donc on a cette continuité des exigences de bout en bout jusqu'à l'industrialisation. Et là, on va regarder. Je passe sur la vidéo.
on va regarder qu'est-ce qui se passe quand ça arrive à l'usine. Et l'usine doit faire, là on part d'une virole. Donc une virole, on aura une configuration, imaginons l'utilisateur part d'une configuration donnée, du design, et de cette configuration, il a la virole. Il va récupérer partout où elle est utilisée dans cette configuration, et on va passer dans le monde de l'industrialisation. Et dans le monde de l'industrialisation, on va donc produire l'ensemble des activités, l'ensemble des actions, des tâches, des gammes, pour fabriquer cet objet. Et donc, on va pouvoir identifier, le bureau des méthodes va identifier toutes les actions. Ici, c'est la virole cible, ici, c'est la virole approvisionnée brute. Et on va identifier toutes les actions de contrôle, les outillages, les ressources, et faire porter toutes les exigences issues de l'amont aux bons endroits sur une ressource, sur un outillage, donc la déclinaison de l'amont est faite via sur cette structure d'activités qui sont les gammes de fabrication. On a un autre point de vue qu'on va regarder de ce produit, donc de ces activités, c'est la MBOM, c'est la structure de tous les objets fabriqués, de tous les intermédiaires de fabrication. Cette structure-là va aussi porter les exigences. Donc là, c'est un autre point de vue que celui qu'on vient de voir. On va porter l'ensemble des exigences. Voilà la structure, hein, c'est tout en partant de la virole brute, c'est tous les objets, tous les intermédiaires de fabrication qu'il va falloir concevoir en reportant les exigences attendues jusqu'à la cible qui doit prouver toutes les exigences qui étaient issues des besoins du client. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la démonstration. Donc, la continuité numérique, on est en train de déployer cette année le design. 2022-2023, c'est le design de l'industrialisation pour après fabriquer et remonter toutes les preuves. Voilà, cette continuité numérique, on en est là. Donc, quelles sont les grandes initiatives? Donc là, on voit la valeur qu'on est en train d'aller chercher progressivement dans le temps. On va regarder, donc là, on est en train de travailler le design, hein, ce qu'on a vu. On va lancer des chantiers sur le travail de la remontée des preuves pour chaque instance fabriquée. On va travailler sur l'intégration des PLM EDF, hein, dans le système d'info EDF. Donc, toujours pareil, process, méthode, outil, avec EDF, et contrat aussi, parce qu'on va passer d'un contrat documentaire à un contrat data. Donc, il y aura des impacts et il faut bien les tracer dans le contrat. L'intégration avec les fournisseurs, dans un premier temps, on va certainement passer par des données structurées et pas documentaires, et on attendra des réponses sur ces données structurées. Donc là, on est en train de travailler avec les équipes achats et les équipes système engineering. On verra plus tard l'intégration dans le PLM. La priorité, c'est d'avoir une continuité numérique avec les fournisseurs et plus des documents qu'il était difficile de tracer. Et une initiative importante, hein, bon, il y a les déploiements sur les autres projets, c'est la gestion des lignes de produits. Et elle est importante pour la réutilisation. Pascal, je te laisse la main sur la standardisation des lignes de produits. Merci beaucoup, Eric. Pascal, en 2-3 minutes, si c'est possible. Oui. Oui, je vais aller très vite. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PLM, c'est pour nous l'outil pour gérer le standard. Alors, le standard, on peut le situer à plusieurs niveaux, mais si je prends le programme EPR2, c'est un programme de 6 réacteurs. On a 24 générateurs de vapeur à fabriquer, et donc on a un standard EPR2 pour ces 24 générateurs de vapeur. Ce standard, aujourd'hui, entre le premier GV qu'on va lancer en fabrication et le dernier fabriqué, il y a de fortes chances que le design évolue, pour différentes raisons. La première raison, c'est déjà de prendre le retour d'expérience de la fabrication en usine qui peut amener à modifier les gammes de fabrication, à faire des petites adaptations. Et donc, en fonction de l'avancement, je dirais, de la mise en fabrication de ces générateurs de vapeur, on va avoir une configuration dite étoile, que j'appelle étoile, qui est la configuration du générateur de vapeur un peu théorique EPR2, et cette configuration va évoluer. Par contre, à un moment donné, on lance en fabrication un générateur de vapeur, donc on lance en fabrication sur un certain état de cette configuration C1 ou C2 de mon générateur de vapeur. Ce générateur de vapeur-là va donc
être fabriqué suivant cette configuration, je devrais rendre compte de sa conformité par rapport à cette configuration. Par contre, pour le Twin 2 ou pour le projet PR1200 qui doit embarquer aussi les mêmes générateurs de vapeur, je pourrais lancer en fabrication un générateur de vapeur sur une configuration étoile qui aura évolué. Donc l'objectif aujourd'hui du PLM, c'est bien de porter, d'être l'outil support pour gérer cette configuration et de pouvoir gérer la traçabilité en fonction des configurations applicables de chacun de ces projets. Si je l'étends à une démarche de standardisation plus globale, je vais définir une configuration étoile standard. C'est le design standard que je souhaite faire embarquer par les futurs projets de PR. Et là aussi, ces designs standards pourront être évoluer en fonction des spécificités des clients. Et donc, je pourrais réutiliser l'ensemble de mes données de conception, de justification, d'industrialisation dans le PLM, les adapter à la marge si possible par rapport au spécificisme projet et gérer tout ça en configuration. Donc, les enjeux pour Framatome, ils sont très clairs. C'est aujourd'hui augmenter la qualité de nos réalisations et capitaliser le retour d'expérience de nos produits. Donc, on est vraiment sur une approche ligne de produit et pas projet. Et le PLM, c'est vraiment un outil pour gérer les projets, pour gérer les produits, pardon, et pas la configuration des produits, leur industrialisation, et c'est pas un outil pour gérer les projets. L'objectif, c'est aujourd'hui d'optimiser et d'augmenter au maximum la réutilisation de ce qu'on fait. C'est-à-dire que je peux avoir un générateur de vapeur qui est un peu différent entre deux projets. Par contre, ma plaque tubulaire peut être identique. Donc, cette plaque tubulaire-là, je ne referai pas son industrialisation. J'irai la chercher en tant qu'article standard stocké dans mon PLM. En faisant ça, on facilite, on améliore le reuse, on réduit les délais, les reprises d'ingénierie d'études. Et donc, naturellement, on va gagner en compétitivité parce qu'on va gagner en délai d'exécution de nos projets. D'autant plus qu'on va fabriquer des produits qui sont déjà dérisqués parce que normalement, on les a déjà fabriqués. On a toute la supply chain qui est organisée, toute l'industrialisation qui est déjà réalisée. Et puis ensuite, cette approche de standardisation, c'est aussi un objectif de maintenir le savoir-faire de l'entreprise dans la capitalisation des données, l'historisation des données. Pour arriver à se mettre en place cette démarche de standardisation, un des facteurs de succès, bien évidemment, c'est de travailler avec EDF en amont pour avoir une standardisation du besoin, une standardisation de la façon dont ce besoin est spécifié. Eric vous a présenté les requirements, les exigences, la numérotation. Il est clair qu'il faut que pour tous les projets à venir, le format des exigences soit conservé, soit le même, et si possible, le contenu de ces exigences soit identique, ou qu'on puisse à la marge identifier les écarts. Et puis, vis-à-vis de nos fournisseurs, j'ai parlé de l'organisation de la supply chain. Notre objectif aussi, c'est d'avoir une standardisation de cette supply chain, de ces approvisionnements, de façon à ce que tous les intérêts et les bénéfices qu'on attend, nous, côté Framatome, de cette standardisation, puissent aussi être applicables pour nos fournisseurs. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup Eric et Pascal, c'était très clair. Alors, il nous reste quelques minutes, je vais poser quelques questions. Je vous propose d'être synthétique dans les réponses parce qu'il y en a beaucoup. Alors, la première, c'est vous présenter une approche top-down de la conception avec un cascading des contraintes jusqu'au produit à fabriquer. Comment prenez-vous en compte la faisabilité des exigences et les remarques que vous proposeront, par exemple, vos fournisseurs ou un fabricant d'équipement? Tu veux répondre, Pascal Je veux bien essayer de répondre. Quand on est dans une démarche de standardisation, ce que je dis, c'est on standardise un produit qui est dérisqué. Ça veut dire que si possible, un produit qu'on a déjà fabriqué. Et donc, notre objectif, c'est bien que ce cascading des exigences, c'est avoir un dialogue en amont avec notre client qui aujourd'hui est essentiellement EDF, que ce soit en programme national ou export. Donc un dialogue vraiment pour regarder comment notre design standard s'applique éventuellement de façon enveloppe aux spécificités de chacun des projets. Et donc en fait on est plus, c'est un changement total de mentalité. On va pas adapter au juste besoin le produit qu'on va fabriquer. On va répondre par un produit qui va être va englober en fait les exigences spécifiées. Vis-à-vis des fournisseurs, il est clair que si c'est un standard
que j'ai déjà qualifiés. J'ai normalement déjà intégré, travaillé avec mes fournisseurs pour pouvoir intégrer leurs exigences et éventuellement avoir le retour de leur retour à eux pour modifier ou adapter nos exigences. Et ça, c'est tout le travail du retour d'expérience qui malheureusement est peut-être insuffisant aujourd'hui, qu'il faut qu'on mette en place. C'est un peu en fait l'objectif du programme Juliette que l'on a au sein de la standardisation. D'accord. Peut-être un complément de réponse. Pardon, Eric. Un complément de réponse. Hein. Quand on reçoit le cahier des charges des clients ici, on discute avec lui pour lui expliquer pourquoi on ne peut pas répondre, par exemple, à un besoin, parce que ça ne va pas dans le sens de la standardisation et pas dans le sens d'une optimisation de nos produits qu'on aurait optimisés par ailleurs. Peut-être qu'avec nos fournisseurs, cette même démarche va être faite ici, c'est-à-dire en design, quand on va lui envoyer la spec d'équipement, on aura le même dialogue pour après remonter des modifications qui progressivement vont être incluses dans le produit standard. Très bien. Alors, deuxième question, comment assurez-vous la continuité numérique de bout en bout du client jusqu'à vos fournisseurs de rang 2 ou 3? Là, le client, vous l'avez vu, hein, tout arrive ici, mais quand on va transmettre un cahier des charges à un client, à un fournisseur, on va lui transmettre plus uniquement un document, mais un ensemble d'exigences que lui va retraduire et on attendra. Donc là, pour l'instant, c'est hors PLM, c'est via le sourcing et l'équipe System Engineering. On attend une réponse unitaire des exigences. On n'est plus documentaire. Donc, on va tracer, on va lui envoyer une spec d'équipement, mais on va tracer unitairement toutes les exigences et on va lui demander en face de chacun de ces exigences une réponse unitaire. Quand et comment sera prouvée cette exigence? La continuité numérique, elle peut être en fonction des enjeux, de la sophistication de ce qu'on approvisionne. Elle peut être effectivement via des outils. Si notre fournisseur il a un PLM, si lui a un PLM, il faudra qu'on travaille à mettre en place éventuellement des passerelles entre ces outils. Elle peut être aussi, je dirais, un peu manuel numérique, c'est-à-dire que ça peut se traduire par des échanges de fichiers, Excel ou autres, dans lesquels on aura, le fournisseur nous adressera au travers d'un tableur Excel sa matrice de conformité et qu'on réintégrera dans notre PLM. C'est ce sujet-là qu'on va travailler à partir de maintenant. D'accord. Au moment du déploiement du PLM, comment avez-vous intégré, on va dire, l'équipe PLM avec toutes vos équipes d'ingénierie système? Est-ce que ce sont les mêmes équipes? Est-ce que c'est une équipe qui a été mise en place en parallèle? Comment vous êtes-vous organisé? Alors, dans l'organisation, on a constitué une équipe programme avec les métiers, avec les équipes système engineering et avec l'équipe programme complète, hein, une équipe programme intégrée, où on redéfinit process, méthode, outils, mais les métiers qui redéfinissent process, méthode, outils et qui montent en maturité progressivement, les équipes système engineering, les équipes méthode et les équipes programme l'aident à graver. Via cette construction, ils vont graver dans leur ADN cette transformation et c'est eux qui iront la porter. Donc la réponse est on est en équipe intégrée, métier, programme PLM et équipe méthode. Ce qu'on peut dire, c'est que le déploiement de PLM se fait au travers de plateformes, et en particulier le projet EPR2 et la plateforme pour les équipements mécaniques. Et donc, on utilise ce projet pour définir et mieux adapter les process méthodes. Et donc, les équipes EPR2 sont directement impliquées de design, d'industrialisation de l'usine maintenant, sont directement impliquées dans le déploiement du PLM. Ce n'est pas pour autant qu'on fait le PLM du projet EPR2, on fait le PLM de Framatome pour la conception et la fabrication, l'industrialisation de fabrication des équipements, des gros équipements mécaniques nucléaires. Très clair. Alors, une dernière question que j'ai reçue par WhatsApp, mais ça marche aussi. Quelles sont les solutions d'infrastructure, notamment pour travailler soit sur des plateaux d'ingénierie différents, dans des zones géographiques différentes, soit pour travailler en usine, en entreprise étendue, vous avez dû mettre en place? Donc, solutions d'infrastructure, d'IT, cybersécurité. Alors, sur la partie Framatome, on est en train de passer en classification C2, c'est la plus haute avant le secret défense, donc on est en train de passer la plateforme dans Framatome à ce niveau de sécurité. Donc dans Framatome, c'est 3DX qui nous offre cette possibilité de regrouper toutes les ingénieries
de différents sites, hein, via des mécanismes d'optimisation de transfert de données et via la sécurisation des données. Donc, on n'a qu'une seule solution dans Framatome. Pour l'intégration avec les clients, ben, on attend les recommandations et les exigences d'EDF pour s'intégrer avec son système, hein, puisqu'on va avoir à dialoguer avec le système EDF. Et pour les fournisseurs, on est en train de travailler, comme le font les fournisseurs de rang 2 et de rang 3 avec dans l'automobile ou dans l'industrie avionique. Certains sont intégrés, d'autres échangent via un langage commun de données. Tout ça, c'est ce qu'on attaque maintenant. Je voudrais profiter pour faire passer un message vers EDF. Aujourd'hui, EDF déploie des outils informatiques digitaux. Nous en déployons côté Framatome. Je pense qu'il y a d'autres acteurs de la filière qui en développent aussi. Nous avons absolument besoin que notre chef de filière définisse avec nous sa vision stratégique de qu'est-ce qu'on va faire maintenant de tous ces outils digitaux. Et il faut absolument que l'on fasse ensemble. Tant qu'il n'est pas encore trop tard, de façon à pouvoir définir les passerelles qui vont bien entre ces différents outils, ne communiquer, n'échanger que les informations qui sont nécessaires à chacun. Et si on le fait pas très rapidement, le danger c'est que, en fait, on parte vers une direction qui soit demain incompatible entre elles. Donc c'est un message que j'essaie de faire porter au plus haut niveau côté de l'organisation EDF chez Monsieur Tessarif. J'en ai encore parlé tout à l'heure. Une question et je pense que ça s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière, quoi. Non, mais c'est clair. Merci beaucoup pour cette précision. Allez, je vais prendre une dernière question pour ne pas faire trop de frustrés. Une question qui revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire si, à cause de la standardisation, vous ne répondez pas à une exigence spécifique d'un de vos clients, comment allez-vous accepter d'adapter votre standard? Avez-vous identifié ce qui vraiment ne pouvait pas changer, de ce qui pouvait s'adapter aux exigences? Non, mais on peut toujours changer. On peut toujours changer une spécificité. En fait, on va appliquer le processus de gestion de configuration, de gestion des changes sur un équipement donné. Sur le projet EPR2, je peux avoir en cours de projet des évolutions, des besoins, des exigences venant d'EDF. C'est la même chose si j'ai mon design standard et que je pars sur un projet spécifique qui a ses spécificités. Je peux toujours changer. Simplement, la question, c'est qu'il faudra dialoguer, négocier avec le client pour voir est-ce que réellement c'est ça qu'il veut, sachant qu'en faisant ça, je vais dévier un peu mon design standard, je vais donc prendre des risques, je vais éventuellement, ça va me prendre du temps parce qu'il va falloir que je fasse du re-engineering et tout ça, ça a un coût. Donc, c'est une négociation un peu globale qu'il faudra avoir sur le sujet. Le client étant toujours roi à la fin, ayant toujours le dernier mot. Bon, merci pour cette phrase finale, c'était important. Je voudrais vraiment vous remercier pour la pédagogie de votre présentation sur un sujet quand même complexe et surtout d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient assez nombreuses. Ce que je vous propose, c'est de maintenant arrêter cette matinale et de nous retrouver le 14 octobre de 8h30 à 10h sur la prochaine matinale qui sera la continuité numérique en exploitation et en maintenance. Je vous rappelle que juste après la présentation, vous aurez un sondage qui restera accessible dès la fermeture du webinaire. Et c'est important pour nous que vous restiez connectés et que vous répondiez tout de suite à ce sondage pour avoir vos retours et toujours adapter les matinales. Vous aurez aussi à disposition un replay sous la chaîne YouTube de la SFEN, du GIFEN, et bien sûr accès aux présentations juste après que vous pourrez télécharger. Je voudrais encore remercier EDF, Framatome et les intervenants, Cécile, Eric, Pascal, pour ces échanges riches qui permettent à la filière d'apprendre de vos expériences et de progresser en termes de continuité numérique. Et puis, nous donner donc rendez-vous le 14 octobre. Merci à tous pour vos nombreuses participations. J'espère qu'on sera encore plus nombreux le 14 octobre. Merci spécialement à Eric, Pascal et Cécile. Au revoir à tous. Au revoir.